Après une nouvelle trêve internationale, le football de club a repris ce week-end. Si certains n'apprécient pas forcément ces coupures, la dernière trêve a néanmoins été particulièrement mouvementée en Europe, suscitant notamment plusieurs polémiques en tribune et montrant une fois de plus à quel point le football peut être politique et géopolitique. Croix gammée dans un stade, nationalisme, chants et slogans politiques, tour d'horizon sur une dernière trêve bien agitée, générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Heureux de vous retrouver pour la 7e vidéo de cette saison sur YouTube. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va faire un retour sur la trêve qui vient de s'achever, sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, beaucoup n'aiment pas la coupure internationale, je peux le comprendre. Mais moi, j'avoue que j'ai du grain à moudre avec ces matchs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en lien avec les thématiques de la chaîne. Et donc aujourd'hui, on va aborder tout ça, récapituler ce qu'il s'est passé. Mais avant ça les amis, d'abord un grand merci pour vos retours sur la dernière vidéo qui a très bien marché alors que c'était un sujet un peu différent. Et ensuite, comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, partager bien sûr, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer dans cette folle saison 5 sur YouTube, direction les 50 000 abonnés avant la fin d'année 2024, on y croit. Que vous soyez sur le retour du travail, dans les transports, chez vous, en train de manger, travailler ou simplement d'être chill, de regarder cette vidéo, installez-vous bien confortablement, on est parti. On en a l'habitude, les trêves internationales sont des rendez-vous souvent imprégnés de politique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles opposent des équipes nationales et donc a fortiori des nations, des États et par conséquent, elles offrent la possibilité à des supporters, voire parfois à des politiques, de médiatiser des revendications ou un drapeau. Et le sport, le plus populaire, universel, on sait très bien que c'est le football. Nous avons donc eu le droit à un petit florilège de contestations ou de revendications politiques. Le premier match sur lequel on peut se pencher, c'est celui qui a opposé le Kosovo à Chypre le 15 octobre dernier. Alors c'est une rencontre très particulière, Kosovo-Chypre, on dépasse totalement le football. Pourquoi ? Eh bien parce que Chypre ne reconnaît pas l'existence du Kosovo. Avec la Slovaquie, la Roumanie, l'Espagne et la Grèce, c'est l'un des 5 États de l'Union européenne qui ne reconnaît pas l'existence du Kosovo. Il y a plusieurs raisons. D'abord, une proximité culturelle et religieuse avec la Serbie, qui considère que c'est une partie de son territoire. Mais l'une vraiment principale, c'est la présence turque au nord de Chypre avec cet État fantoche de la République turque de Chypre du Nord. J'en avais parlé dans cette vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et donc, pour Chypre, reconnaître internationalement le Kosovo, c'est ouvrir les aspirations à reconnaître de facto Chypre du Nord. Et ça, c'est hors de question. Bon, vous me connaissez, vous savez que j'adore les Balkans, les enjeux inhérents à la région. J'ai parlé au moins 156 fois de ces sujets depuis mon lancement sur YouTube. Mais je vais aujourd'hui refaire un petit résumé parce que j'ai pas forcément l'habitude d'en faire. Voilà, une petite histoire très rapide. Le Kosovo, donc, qui est ce territoire que vous voyez sur la carte, a déclaré son indépendance unilatéralement en 2008, soutenu par une grande partie des États de l'Union européenne et des pays de l'OTAN, dont les États-Unis ou le Canada. C'est un État dont la reconnaissance fait débat, puisque seulement 100 pays sur 193 de l'ONU reconnaissent le Kosovo. C'est donc un tout petit peu plus de la moitié. C'est une région qui a toujours été au cœur des contestations et des heurts dans les années 1970, 1980, 1990. Les habitants du Kosovo voulaient s'émanciper du giron yougoslave, puis serbe. Ça a conduit à la terrible guerre du Kosovo à la toute fin des années 90. Le Kosovo, c'est pour les Serbes le berceau de leur civilisation, leur terre, en gros le point d'ancrage de l'orthodoxie nationale avec des monastères séculaires qui sont répertoriés au Kosovo. Sauf que le Kosovo, mis à part au nord près de Mitrovice, où vous avez une minorité serbe, il est peuplé à 95% d'Albanais. C'est ça ce qu'il faut retenir. Un Kosovar est techniquement un Albanais. C'est le même peuple, la même langue, la même culture, la même chanson, les mêmes héros nationaux, le même patriotisme. Et donc, comme ces gens sont très proches et sont de la même culture, il y a une proximité politique qui est très forte, notamment par ce qu'on appelle l'unionisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Mais en attendant, voilà ce qui s'est passé en tribune lors de ce Kosovo-Chypre. Les supporters kosovars ont déployé une voile, une sorte de tifo politique avec le territoire du Kosovo drapé du drapeau albanais, fond rouge, aigle bicéphale noir.
et la phrase en anglais « le rêve de chacun, notre réalité ». Bon, il y a énormément de choses à dire sur cette voile. D'abord, elle traduit ce que j'appelais avant l'unionisme, c'est-à-dire l'intégration du Kosovo et l'union à l'Albanie, qui est un projet très populaire dans la société civile albanaise. Entre 60% et 70% des populations des deux côtés, Kosovo-Albanie, se disent favorables à une union dans un sondage de The Open Society Foundation en 2019. Donc, voilà un message bien politique, face en plus à un adversaire qui ne reconnaît pas le Kosovo, on l'a dit. Vous aurez également fait attention au choix de la langue, c'est pas été fait en albanais, l'anglais bien sûr, pour médiatiser encore davantage cette revendication, une revendication qui est foncièrement nationaliste. Pour certains, le projet d'unification de l'Albanie et du Kosovo, c'est un peu l'avant-garde de la grande Albanie ethnique véhiculée par certaines sphères nationalistes albanaises. Faut savoir aussi que ce match Kosovo-Chypre, remporté 3-0 par le Kosovo, a été observé sous les yeux du Premier ministre kosovar Albin Kurti, au premier plan ici les bras en l'air, et par Petrit Malaj, ambassadeur d'Albanie au Kosovo que vous voyez au deuxième plan. Rendez-vous compte du message politique que ça génère, rien n'est fait au hasard. Là on y est dans le foot politique, dans le foot géopolitique, on y est totalement. Ce qu'on a vu en tribune à Pristina, capitale du Kosovo, c'est probablement une réponse liée à l'aller en Chypre. Donc durant Chypre-Kosovo, rencontre durant laquelle des fans chypriotes avaient mis en place une banderole revendicative où l'on pouvait lire « Chypre, c'est la Grèce, le Kosovo, c'est la Serbie », là aussi en anglais. Dans le monde hellénique, donc dans le monde grec, et notamment dans la culture grecque, la culture ultra-grecque et chypriote, cette revendication et ce parallélisme Chypre-Kosovo avec les souverainetés grecques et serbes, c'est extrêmement prégnant, saillant et c'est très partagé. C'est également partagé avec un autre peuple orthodoxe très pieux lui aussi, les Roumains. Durant cette même trêve, on a eu le droit à un Chypre-Roumanie, un match à sens unique. Chypre est une équipe très très faible et le match était devant plus de 6000 Roumains qui avaient fait le déplacement et qui étaient en fusion, le stade était tout jaune. Et bien on a vu passer sur les réseaux sociaux une vidéo d'ultra roumains aux côtés d'ultra chypriotes de Larnaca chanter ceci. Entre ces populations et supporters qui sont proches, c'est le genre de chant que l'on retrouve ainsi très souvent. Pour finir sur le sujet Kosovo, durant cette trêve, il y a eu un République tchèque-Albanie qui a aussi été tendu entre fans tchèques et albanais. La raison, des drapeaux albanais volés, barrés, placés à l'envers aux côtés de ce drapeau que l'on a déjà analysé sur la chaîne et qui représente le territoire du Kosovo, teinté du drapeau serbe avec la phrase « Serbe nema predaje » qui signifie pas de reddition, pas de capitulation. Des vidéos ont pu circuler montrant aussi des accrochages en tribune entre Tchèques, avec des Tchèques qui lançaient des Kosovo-Serbia à l'encontre des Albanais. Même si la République tchèque reconnaît le Kosovo comme un État indépendant, contrairement à Chypre ou à la Roumanie, on a vu, on a en revanche beaucoup de supporters tchèques qui ne suivent pas cette ligne-là. Et donc ça crée forcément des tensions avec les Albanais qui, eux, militent depuis des années pour la reconnaissance du Kosovo et pour certains même au rattachement à l'Albanie, on l'a vu juste avant. Donc le sujet Kosovo, c'est toujours pareil, c'est un dossier un peu latent, toujours très visible, très présent dans certaines tribunes européennes, et la trêve internationale le rappelle souvent. Autre rendez-vous qui était très attendu, Italie-Israël lundi dernier, un match qui se tenait à Udine, dans le nord-est du pays, non loin de la frontière slovène. La ville était totalement quadrillée, sécurité ultra renforcée, et rencontre qui a suscité une immense vague de protestations en marge de sa tenue. 1h30, 2 heures avant le coup d'envoi du match, voilà à quoi ressemblaient les rues d'Oudine, une large mobilisation pro-palestinienne et une dénonciation de la tenue de ce rendez-vous et du maintien de la présence de l'équipe de foot israélienne dans le football mondial. On peut voir ici une banderole au sein de cette manifestation avec la phrase « For Israel et de la FIFA », Israël hors de la FIFA. Un climat donc de tension palpable et en Italie, comme dans pas mal de pays occidentaux, c'est un sujet clivant, très polarisant, des pro-palestiniens, des pro-israéliens, le régime de Meloni qui est totalement pro-Israël. Bref, il y avait une ambiance pesante autour de cette rencontre qui a été remportée par ailleurs 4-1 par la Nazionale. Il y a eu des fouilles très intenses aux abords du stade de l'Udinese, pas super efficaces apparemment, on va le voir, car malheureusement, événement gravissime visible en tribune, une croix gammée, donc l'emblème de l'Allemagne nazie, visible derrière un but durant ce Italie-Israël. Alors sur cette chaîne, bon, vous me connaissez, on a toujours tenté d'expliquer les choses rationnellement, factuellement, de façon neutre aussi, même sur des sujets très sensibles et politiques.
Là, clairement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à comprendre. Je me demande encore comment un mec peut se dire qu'il va ramener un symbole pareil en 2024 dans un stade de football. Alors, je ne sais pas si c'est de l'antisémitisme pur ou un mélange d'idiotie humaine, de méconnaissance, probablement un peu de tout. Bon bref, ça sert à rien de trouver des raisons à ce geste d'une honte absolue. L'individu fautif a pris 5 ans d'interdiction de stade. Ça, c'est pour la sanction administrative. Il pourrait également y avoir des sanctions pénales. Autre rendez-vous qui était attendu dans cette trêve, le fameux Serbie-Suisse, les retrouvailles. J'en avais fait une vidéo il y a 15 jours. C'est d'ailleurs une vidéo qui m'a valu une petite interview sur la RTS suisse à la radio lors de l'émission Forum du 12 octobre dernier. Voilà, c'est juste incroyable de pouvoir intervenir de plus en plus dans les médias, notamment grâce à vous. Un moment très sympa où j'ai pu revenir sur les précédents entre Serbie et Suisse, là encore, les Balkans au cœur des tensions. Alors oui, Xhaka, Suisse d'origine albano-kosovare, a été sifflé. Oui, le dispositif de sécurité autour de l'équipe nationale suisse était énorme. Oui, le match était pris très au sérieux par les autorités serbes. Mais c'est pas ça qui a retenu mon attention, c'est plutôt ce qu'on a vu en tribune entre hommes politiques. Là encore, vous allez le voir, une nouvelle image football politique. On voit sur cette très courte vidéo le président serbe Vučić, à droite de l'image, sortir et brandir une écharpe unissant les drapeaux russes et serbes. C'est un truc qu'on connaît pas mal dans les tribunes serbes, mais là c'est le président d'un État, de un, et dans le contexte européen de la guerre en Ukraine, alors que la Serbie joue une sorte de jeu un peu trouble entre l'Union européenne, la Russie et la Chine, ce geste du président, il n'est pas anodin, il est très très étonnant. Et l'homme à sa droite, celui qui tient l'écharpe Republika Srpska, c'est Milorad Dodik, le leader politique des Serbes de Bosnie, régulièrement accusé d'être pro-Poutine et fomenteur du séparatisme serbe en Bosnie, symbole là aussi du grand nationalisme serbe dans la région. Donc ces images, elles ont choqué, elles ont suscité pas mal de réactions. Là encore, les tribunes, même les tribunes d'honneur, sont à scruter dans des matchs de nations. On passe à une banderole politique visible durant cette trêve, lors de Bulgarie-Luxembourg. Alors pour comprendre cette banderole, il faut s'intéresser à ce personnage, Vlado Tchernosemski, qui est en gros une figure du nationalisme bulgare. C'était un révolutionnaire du début du XXe siècle, membre d'une association politique qui prônait un nationalisme bulgare lors des guerres balkaniques de 1912-1913, puis durant la Première Guerre mondiale. Il est très connu pour avoir assassiné le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, en octobre 1934 à Marseille, il y a pile 90 ans, ce qui aura d'ailleurs de grosses conséquences historiques. Donc, banderole des supporters bulgares pour lui rendre hommage 90 ans après, des fans qui sont très chauds et très politisés d'ailleurs. Et voilà, sur cette banderole, ils disent tout simplement « Dieu pardonne », Tchernosemski non, un moyen de dire, voilà, pour la vie de la nation bulgare, tous les coups sont permis et le pardon n'existe pas. Il y a eu également un Bosnie-Hongrie, alors très sympa niveau tribune, hein, ces deux sélections nationales qui ont parmi les supporters les plus chauds d'Europe, avec d'un côté, on en a déjà parlé, la Brigade des Carpates, de l'autre les BH Fanatikos de Bosnie. Et là, en fait, il s'est passé des choses plutôt sympas entre les deux camps, notamment depuis le match aller. La Brigade des Carpates hongroises avait publié sur ses réseaux sociaux qu'ils allaient enfin recevoir une grosse ambiance chez eux, des supporters à prendre au sérieux, des supporters visiteurs bouillants en la personne des BH Fanatikos, qui étaient d'ailleurs très chauds en effet dans le parkage à Budapest. Et lors du retour en Bosnie, il y a quelques jours, les supporters hongrois ont brandi une banderole en bosnien « Reposez en paix, les victimes des inondations ». Il faut savoir qu'en Europe centrale et dans les Balkans, il y a eu très récemment de très fortes intempéries et inondations et plus de 20 personnes sont malheureusement décédées en Bosnie des suites de ces inondations. Un hommage des Hongrois qui a été chaleureusement salué par le public de Bosnie. Et enfin, on termine là aussi sur une teinte d'amitié et de forts liens sociaux, puisqu'en Pologne, à Poznań, avait lieu la rencontre de Nations League entre l'Ukraine et la Géorgie. Si on avait pu appeler ce match « match de l'anti-russe », je pense qu'on l'aurait fait, parce qu'on est là sur deux des pays et des sociétés civiles les plus anti-russes d'Europe. Alors les Ukrainiens, je ne fais pas un dessin, ça paraît logique, mais en Géorgie pareil, la jeunesse géorgienne, elle se mobilise énormément contre ce qu'elle considère comme une influence russe sur son sol. Souvenons-nous des manifestations cet été. Et puis depuis février 2022, en fait, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est logique, tu compatis, tu as peur aussi. En plus, les Géorgiens, ils ont vécu la guerre contre la Russie il y a 15 ans. Donc forcément, c'était un match entre deux copains, tout simplement. On voyait donc des drapeaux de partout, des drapeaux géorgiens, ukrainiens, des supporters des deux camps bras dessus, bras dessous, des Géorgiens qui chantaient un chant apparu dans les stades ukrainiens en 2014 dans le contexte de la guerre du Donbass et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le fameux Poutine Ruilo, Poutine est un con.
Et puis enfin, un message politique visible durant cette Ukraine-Géorgie, un slogan qu'on voit en fait quasiment à tous les matchs de la Sbirna, la sélection nationale ukrainienne, Free Azov. Cette banderole demande la libération des prisonniers de guerre du bataillon Azov détenu par l'armée russe. Je le rappelle, le bataillon Azov, c'est un bataillon notamment de volontaires qui regroupe également plusieurs hooligans ou ultra-ukrainiens. C'est un bataillon à l'idéologie néo-nazie. Alors peut-être qu'avec le conflit, ça a évolué parce qu'à l'origine, je crois qu'il est apparu dans les années 2010-2014, parce qu'à l'origine, c'était vraiment des gens qui étaient adeptes du néo-nazisme européen. Et donc, le peuple ukrainien continue de demander la libération de ces prisonniers, dont certains, je le rappelle, on en avait déjà parlé sur la chaîne, sont extrêmement proches des tribunes ukrainiennes et du foot ukrainien. Pensons à ce qui avait été vu dans une tribune de l'Ukraine lors de l'Euro 2024 en Allemagne, cet hommage aux fans de football tombés sur le front. Alors voilà, les trêves internationales, c'est peut-être embêtant, c'est souvent des matchs ignobles, mais à titre personnel, ce sont aussi des choses que j'aime suivre dans notre football moderne. Car oui, on l'a vu et personne ne peut le nier, les conséquences ou effets du football dépassent très souvent le cadre sportif, comme beaucoup de choses dans la vie, il est politique. Voilà les copains, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je la sors peut-être un petit peu tard, cette vidéo malheureusement j'avais aucune possibilité de réagir plus à cœur et plus à chaud dans l'actu. Vous savez que YouTube, c'est pas du tout mon travail, j'ai plein d'autres impératifs, donc voilà pour la petite explication si cette vidéo sort un petit peu tard. Mais bon, vous savez que je sors mes vidéos en général tous les lundis 18h30. En tout cas, si vous avez passé un très bon moment et appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis bien sûr à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, retour des Coupes d'Europe avec notamment Lyon-Beşiktaş jeudi, on parlera de Beşiktaş prochainement d'ailleurs. D'ici là, passez une très belle journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et comme toujours, profitez des vôtres. Ciao ciao.